Je peux vous poser une question? Vos lunettes de soleil, je les trouve vraiment géniales. C'est fourni par l'administration ou vous allez tous les acheter au même endroit? Jetez-le dehors. Midnight Run, sorti en 1988 et réalisé par Martin Brest, appartient à une catégorie de films, un genre qui s'appelle le buddy movie. Qu'est-ce que le buddy movie? C'est le principe du bâton de dynamite et de la mèche. Vous allez prendre deux personnes avec un caractère diamétralement opposé, qui n'ont aucun point en commun, et séparément, ça ne fait pas d'étincelle. Par contre, si vous les mettez ensemble, vous arriverez à un résultat explosif. J'ai de l'argent, vous savez. Oui, ça je m'en doute. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Commencez par la fermer. Je vous connais depuis 2 minutes et déjà je vous déteste. C'est vraiment dommage parce que moi je vous aime bien. Le buddy movie jalonne l'histoire du cinéma depuis sa naissance. L'exemple le plus frappant et le plus ancien est celui de Laurel et Hardy. Popularisé une nouvelle fois dans les années 60 avec le couple formé par Jack Lemmon et Walter Matthau, il atteindra son paroxysme à la télévision en 1973 grâce à la série Amicalement Vôtre où la combinaison Tony Curtis et Roger Moore fera vraiment, alors plus que des bâtons de dynamite, fera tout péter. Je suis aviophobe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que je ne supporte pas l'avion. D'ailleurs, je suis également acrophobe et claustrophobe. Si vous n'êtes pas un peu plus coopératif, vous allez devenir nionphobe en plus. Dès la deuxième partie des années 80, le buddy movie prend une orientation policière avec des tandems formés, notamment autour de Brian Brown et Brian Dennehy pour FX, effets très spéciaux ou effets de choc, et sa suite. On a aussi Étroite surveillance qui aura aussi une suite, Indiscrétion assurée, avec un tandem explosif Richard Dreyfuss et Emilio Estevez. Et puis le cas le plus évident est bien entendu celui de L'Arme fatale avec le tandem formé par Mel Gibson et Danny Glover. Retour en arrière, 1982, où sort sur les écrans 48 heures, un film de Walter Hill avec Eddie Murphy et Nick Nolte, qui est le premier film quelque part de cette nouvelle mouvance du buddy movie avec une connotation policière. Paramount ne veut pas en rester là puisque le film est un succès et décide de mettre en chantier un autre film, alors pas forcément directement un buddy movie, mais un film qui s'appellera Le flic de Beverly Hills, pour lequel Stallone se montre intéressé, avec un flic qui va lui mettre le souk dans le quartier le plus huppé de la ville de Los Angeles, c'est-à-dire Beverly Hills. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. Sylvester Stallone trouve que le film est quand même trop léger, il veut plus de scènes d'action et gentiment mais sûrement le scénario vire vraiment vers un polar très très sérieux. Ce que ne veut pas Paramount puisqu'on veut rester dans cet état d'esprit plutôt léger, sympa, décontracté. Du coup, Sylvester Stallone est remercié, on lui donne en lot de consolation son scénario, ce qu'il est devenu en tout cas, et on le laisse partir de son côté faire Cobra avec George Pancosmatos, puisque le scénario tel qu'il est devenu du flic de Beverly Hills donnera naissance à Cobra. Et Paramount repartent en arrière et reprennent le premier scénario du flic de Beverly Hills et appellent Eddie Murphy finalement pour interpréter ce personnage. Ça tombe bien parce qu'il est sous contrat avec eux. Entre deux, il vient de faire Un fauteuil pour deux avec Dan Aykroyd. Le film a bien marché, c'est aussi une sorte de buddy movie, donc c'est parfait. Double kin, si on peut dire, double carton, puisqu'on a aussi Martin Brest qui vient de se faire licencié, foutre à la porte, on ne peut pas dire autrement, de War Games, qui sera récupéré par John Badham, et c'est lui qui réalisera finalement le flic de Beverly Hills, et le flic de Beverly Hills sera le carton absolu de l'année 1984. Sans blague, un truc pareil, ça se fait. Je vais acheter des beignets au coin. À la même période, pendant les préparatifs du flic de Beverly Hills, les deux producteurs du film, Don Simpson et Jerry Bruckheimer, tombent sur un scénario, Bad Boys, écrit par un monsieur qui s'appelle George Gallo. Bad Boys, qui donnera un film, mais beaucoup plus tard. Mais ils estiment que ce n'est pas le moment, qu'il y en a eu assez. Et ils contactent ce George Gallo parce qu'ils se rendent compte quand même du potentiel d'écriture de ce personnage et ils lui conseillent d'écrire un scénario, et non pas basé sur des flics, mais sur des chasseurs de primes. Parce qu'ils trouvent que l'idée est marrante et que ça pourrait donner quelque chose de sympathique. George Gallo les prend au mot. Il passe passablement de temps avec des vrais chasseurs de primes pour s'imprégner un petit peu de l'ambiance. Et ça donnera naissance au scénario, au script de Midnight Run. C'est une nouvelle d'enfer, ça. À minuit, je suis dans ton bureau et je t'avertis tout de suite, Eddie. Pas de conneries, je veux l'argent ce soir. Alors va vite vider un de tes comptes en Suisse.
À cette époque-là, Robert De Niro, qui sort d'une très longue série de films sérieux, il a toujours fait des films sérieux, se dit qu'il aimerait un peu changer de registre et entend parler du projet Midnight Run. Il se dit que ça serait la parfaite occasion de passer dans le pan comique, mais pas complètement, puisque le fond de l'histoire est quand même policière, plus que clairement. La Paramount est contente, on a un acteur qui est prêt de partir sur le projet, on a un réalisateur finalement, puisque Martin Brest, qui était parti vers quelque chose de plus solennel, il a été sur tous les préparatifs de Rain Man, et finalement il quittera le navire parce qu'il a des désaccords avec Dustin Hoffman qui veut faire osciller le scénario dans une direction qui lui convient pas vraiment. Martin Brest sort du succès de Flics de Beverly Hills, c'est tout naturellement que la Paramount le rappelle pour mettre en scène Midnight Run. Tout semble parfait, on se dit on va pouvoir partir dans un projet sans accroche, et en fait pas vraiment. Le salaud, il va me payer ça. Paramount a deux idées fixes. D'un côté, ils veulent Cher pour faire un tandem avec Robert De Niro, parce qu'elle sort de Moonstruck, qui a eu un Oscar, et il se trouve qu'elle est bankable, et que ça serait vraiment une bonne idée de faire un tandem entre un homme et une femme. Et puis, ils veulent surtout échapper à la catégorie R aux États-Unis, qui oblige les jeunes spectateurs à aller accompagnés d'un adulte. Ça a été le cas du Flic de Beverly Hills, parce que le dialogue est un peu léger, un peu vulgaire, il y a quelques gros mots, et ça a certainement restreint un tout petit peu les spectateurs. Donc ils veulent absolument échapper à ce R et venir à la catégorie PG-13, qui permettent à tous les adolescents d'aller au cinéma sans accompagnant adulte. Le problème, c'est que George Gallo, il n'est pas du tout d'accord avec ça, parce qu'il a passé beaucoup de temps avec des chasseurs de primes. Il dit, mais ces gens, ils parlent vraiment comme des charretiers. Et en fait, ce film est très célèbre pour ce que les Américains appellent the F-word, c'est-à-dire le mot fuck. Did you give me any trouble? Par chance, Martin Brest, qui sort de deux déconfitures, si on veut, War Games et Rain Man, monte sa société de production pour éviter justement de se retrouver en porte-à-faux avec un projet. Et comme il n'est pas du tout d'accord avec les volontés de Paramount, eh bien, il décide de quitter tout simplement la société de production, la Majors, avec sous le bras George Gallo et son scénario. Qu'est-ce que tu fous, nom de Dieu? Allez, démarre! Partie de Paramount, Martin Brest et George Gallo vont frapper à la porte de Universal, qui finalement accueille ce projet avec enthousiasme et qui récupère vraiment les billes telles qu'elles sont et qui vont laisser George Gallo et Martin Brest travailler comme ils le veulent. Maintenant, il faut former une équipe de comédiens de second plan. Le rôle finalement de Jonathan Mardukas, The Duke, prévu par Paramount pour Cher, va atterrir dans les mains de Charles Grodin, un acteur qui n'est encore pas très connu. Il n'a encore pas eu le succès de Beethoven qu'il aura au début des années 90, mais par contre il a déjà tourné dans pas mal de films dans les années 70, on l'a un peu oublié, il est au générique du King Kong de John Guillermin dans un rôle de front vraiment, et puis il a fait pas mal de comédies fin des années 70, une avec Goldie Hawn et Chevy Chase, et puis surtout Sunburn, un film de Richard Sarafian sur le tard, Farrah Fawcett et John Collins, une comédie policière de nouveau qui se passe sous le soleil sur une île vraiment très sympa, un film malheureusement oublié. Lâchez vos armes! J'ai dit lâchez vos armes, bande d'enflés! Qui c'est, ces enfoirés? Et toi, l'enfoiré, t'es qui? Oh! À ses côtés, on trouve John Ashton, qui jouait déjà dans le Flic de Beverly Hills avec Martin Brest, un des deux flics de Beverly Hills, donc vraiment de résident avec Judge Reinhold. Et tout porte à croire, quand on voit le casting du film, l'équipe technique, que Martin Brest est allé rechercher John Ashton par rapport à sa prestation dans le Flic de Beverly Hills. C'est bien pas du tout. John Ashton tombe sur le script par son agent qui lui dit « Lis ça, le personnage de Martin Dorfler, c'est certainement quelque chose pour toi. » Effectivement, John Ashton se dit « c'est la chance de ma vie » parce qu'il sait très bien qu'il ne sera jamais un acteur de premier plan, mais que là, il tient sans aucun doute l'occasion de faire un rôle marquant qui restera et dont tout le monde se souviendra. Et il arrive à convaincre Martin Brest, qui n'avait même pas pensé à lui, qui dit « Mais oui, effectivement, c'est assez logique. » Ces deux choix sont cautionnés par Robert De Niro, qui a quand même son mot à dire, puisque c'est quand même pas n'importe qui à cette époque-là, et qui fait pas mal de séances tests avec Charles Grodin et avec John Ashton, puisque c'est avec eux qu'il aura le plus de rôles, et ça donnera déjà pas mal de petites séquences avec les fameux F-Word, et tout le monde est content, tout le monde est d'accord, et on part dans la direction qui aboutira au film tel qu'il est actuellement. Qu'est-ce que tu me racontes? T'es con ou quoi? C'est pas à toi que je parle aux autres tarés, là. Lesquels autres tarés?
Dans le rôle du bookmaker, quelque part, de ces chasseurs de primes, on a Joey Pantoliano, un acteur déjà connu des fans de cinéma populaire, puisqu'il jouait un des frères Fratelli dans les Goonies 2 ans auparavant, et puis qui jouera plus tard dans Matrix. Et c'est aussi assez rigolo, parce qu'au départ, on l'avait engagé pour jouer un des 2 gorilles complètement abrutis de Serrano, donc du mafieux qu'on veut absolument capturer. Et lui, en lisant le script, il dit « Mais non, mais moi, je veux jouer ce type, là, cette espèce de bookmaker roublard, parce que je vais le faire parfaitement. » Et là aussi, finalement, Martin Brest se dit « Mais oui, c'était une évidence. Donc on va le prendre pour ce rôle-là. » Bon alors, vous allez me laisser partir, oui ou non? Je vous l'ai déjà dit, je suis au courant de rien. C'est vrai, ce mensonge. Ah, ça y est. Arrêtez de fumer, ça nous reviendra moins cher à tous les deux. Un des rôles les plus rigolos aussi dans ce film, c'est Yaphet Kotto, habitué jusque-là au rôle sérieux, on le rattache toujours à Vivre et laisser mourir, son rôle de méchant dans James Bond, et à son rôle dans Alien de Ridley Scott en 1979. Et encore à l'heure actuelle, Yaphet Kotto dit que sa prestation de Alonzo Mosley dans Midnight Run, c'est son personnage préféré, que pour une fois, il pouvait faire autre chose que d'être dans des films sérieux, et on lui faisait confiance pour être dans un film plutôt comique, même si son rôle, son personnage, doit rester sur une certaine posture. D'ailleurs, il le dit lui-même, que quand on lui a confié le rôle, il s'est donné pour mission de créer une sorte d'inspecteur Jacques Clouseau noir, tel qu'il pourrait être dans une présentation de la Blaxploitation. Et c'est vrai que quand on voit la représentation de Alonzo Mosley, qui nous fait éclater de rire quasiment à chaque fois qu'il arrive, avec ce côté solennel, très sérieux, alors qu'en fait, il est éminemment ridicule. C'est quoi ça? Non, c'est rien, c'est juste un truc entre Alonso et moi. Dernier personnage important, charnière pour l'histoire de ce film, Denis Farina, qui interprète le rôle du mafieux Serrano, qui joue à cette époque-là dans une série qui s'appelle Crime Story, en français Les Incorruptibles de Chicago, mais dont la 2e saison se passe à Las Vegas. Et ce qui expliquera pourquoi la dernière séquence du film, le dénouement, a été tournée à Las Vegas. C'est parce que Denis Farina, à ce moment-là en train de tourner la 2e saison de Crime Story, à Las Vegas, ne peut pas quitter la ville des casinos. C'est pourquoi toute l'équipe de tournage se déplace en plein Nevada pour tourner cette scène charnière, la dernière séquence du film. Le déplacement de toute l'équipe de tournage à Las Vegas ne sera pas le plus extravagant, puisque le film, effectivement, se situe à plein d'endroits. C'est un road movie, forcément. On est à New York, on est à Los Angeles, on est dans l'Illinois. À un moment donné, on est en Arizona, quand les protagonistes doivent tomber dans une rivière et avoir une scène extrêmement charnière dans l'histoire du film. Mais le problème, c'est qu'on est à la mauvaise saison en Arizona et que l'eau est vraiment glacée. On tente de tourner le film là, cette séquence-là, et c'est absolument ingérable. Et finalement, toute l'équipe du tournage, en tout cas pour cette séquence, sera déplacée en Nouvelle-Zélande, parce que visuellement ça peut donner le change avec l'Arizona, et que là-bas, on est en plein été, donc l'eau est à peu près supportable pour les comédiens qui devront s'y plonger. Midnight Run arrive sur les écrans américains le 20 juillet 1988, et malgré des critiques dithyrambiques de la presse, ce qui est assez rare pour un film populaire, un buddy movie, un film qui est censé surtout rapporter de l'argent et être un divertissement, toute la presse s'accorde à dire que c'est un film parfait dans son genre, au niveau du dialogue qui est ciselé, au niveau du scénario, des acteurs, enfin tout fonctionne bien, mais le résultat, effectivement, au box-office, le film fonctionne, ne fait pas du tout de déficit, mais est quand même mitigé. La raison en est simple, c'est que le 20 juillet 1988, le même jour, sort sur les écrans Die Hard de John McTiernan, Piège de cristal en français, qui sera un succès aussi fracassant qu'inattendu. Vous êtes les chasseurs de primes les plus cons que j'ai jamais rencontrés. Vous seriez même pas capable de livrer une bouteille de lait. Même si le succès du film est mitigé, comme le film est reconnu comme un succès artistique, Universal prend sous contrat Martin Brest, qui pourra tourner 2 films très ambitieux après, au début des années 90, Le temps d'un week-end, qui vaudra à Al Pacino un Oscar, c'est un remake de Parfum de femme de Dino Risi, avec Vittorio Gassman. Suite au temps d'un week-end, Martin Brest tournera ce qui reste comme son film le plus ambitieux et son plus gros succès populaire, Rencontre avec Joe Black, où Anthony Hopkins partageait l'affiche avec Brad Pitt. Passer ce cap d'un vrai succès, franc succès populaire, c'est peut-être le seul avec Le flic de Beverly Hills, qui sont vraiment un carton. Il tourne un dernier film en 2003, Gigli,
ou Gigli, je ne sais pas exactement comment on prononce ça, un film vendu sur le nom de ces deux acteurs principaux, Ben Affleck et Jennifer Lopez, donc c'est un film qui devrait être bankable, eh bien non, c'est un désastre commercial, et il est encore aujourd'hui considéré comme le pire film de l'année 2003, et c'est sans doute cela qui scellera la carrière de Martin Brest, épuisé par les différentes contraintes qu'il aura eues au long de sa carrière. Finalement, il n'aura fait que 7 longs métrages, et qui le mettra en retraite anticipée. Si l'on peut trouver des connexions évidentes entre un film comme Les Aventuriers de l'Arche perdue et un petit reporter belge relativement connu, on peut également trouver des connexions évidentes entre Midnight Run, le film de Martin Brest, et un petit personnage de bande dessinée qui vit à Vive-Joie-la-Grande, un petit blond avec un béret sur la tête, qui a une force herculéenne, mais qui garde en permanence une écharpe autour du cou pour ne pas attraper le rhume, parce que quand il a un rhume, il perd toute sa force. En relisant le volume 4 de la série des Benoît Brisefer, sorti dans le journal Spirou en 1968 et en album l'année suivante, on y découvre un Benoît en vacances chez son oncle, Tonton Placide, un agent secret à qui on confie une mission rapide, un Midnight Run, puisque ça veut dire mission facile en argot en américain, où ce Tonton Placide, donc un agent, un gorille, comme on peut le dire, comme on le disait dans le langage français, en tout cas du cinéma dans les années 60, doit transbahuter, on ne peut pas dire autrement, une éminente personnalité du point A au point B, qui ça doit se passer sans accroc. C'est vraiment une mission sans accroc, sauf que cette personne, M. Schnick, un haut dignitaire diplomatique d'un pays imaginaire, est de un casse-pied de première, et de deux, qui transbahute sur lui, d'une manière ou d'une autre, une somme d'argent importante qui va évidemment attirer les convoitises de mafieux locaux. On peut légitimement se demander si Georges Gallo n'aurait pas été un fan de BD belge dans ses jeunes années. Ils viennent de partir. Sans exagération aucune, on peut donc en déduire légitimement que Midnight Run est un film ouvertement briseferien. Pardon, j'ai oublié de vous parler d'un détail à propos du film Midnight Run, et non des moindres, c'est sa bande originale. Elle est signée par Danny Elfman, un Danny Elfman qui est à l'opposé de ce qu'il fait, de ce que l'on connaît de lui, c'est-à-dire une musique plutôt traditionnelle, plutôt symphonique, plutôt orchestrale. Ici, on est dans un registre ouvertement rock avec des connotations soul, country, des sections de cuivre derrière, et on se demande un peu comment et pourquoi Danny Elfman en est venu à ce moment-là de sa carrière. C'était le début, il avait juste signé une bande originale pour Pee-wee Big's Adventure de Tim Burton avant. On arrive à cette connotation très très originale. La raison en est simple, c'est que Danny Elfman, on l'oublie trop souvent, était le leader d'un groupe qui s'appelle Oingo Boingo, un groupe de ska rock limite punk complètement frappadingue, qui a fait des concerts marathons dans les années 80, fin des années 80, même encore à cette période-là, aux États-Unis, et qui a sorti une kyrielle d'albums qui sont extrêmement recommandables, extrêmement dansants, qui reflètent tout à fait une époque des années 80. D'ailleurs, plusieurs morceaux de Danny Elfman ont été récupérés dans des films comme Massacre à la tronçonneuse 2, oui, il y a un morceau de Oingo Boingo dedans, ou des morceaux ont été écrits pour le morceau Weird Science, une créature de rêve de John Hughes, et bien c'est un morceau de Oingo Boingo. Du coup, ce qui est encore plus étonnant, à cette époque, Don Simpson et Jerry Bruckheimer, les producteurs ont donné le ton en 1983 avec Flashdance, c'est-à-dire de créer des bandes originales non plus faites de composition, mais de morceaux de groupes à la mode dans l'air du temps, ça ne va pas être une simple compile, on va prendre des morceaux, on va prendre ces groupes et on va leur demander de composer des morceaux et constituer une bande originale comme ça qui pourront être extraits en single et devenir des tubes de hit parade. Flashdance, le morceau What a Feeling est évidemment le meilleur exemple de cette période. Et la BO du flic de Beverly Hills est dans le même air du temps. Et la bande originale de plein de films de Stallone, Rocky IV, Cobra, fonctionne sur la même manière. On peut donc légitimement conclure que la bande originale de Midnight Run aurait dû ou aurait pu être constituée exactement de la même manière de morceaux de groupes en vogue et dans l'air du temps. Eh bien non, on demande à Danny Elfman non seulement de composer une bande originale, mais pas du tout de s'axer sur le côté symphonique qui commence à développer, mais de rester dans son état d'esprit Oingo Boingo pour une BO qui est absolument formidable, ultra originale et culottée. On se demande même comment Martin Brest a pu convaincre le studio Universal de lui laisser utiliser cette bande originale.
J'y vois personnellement un seul autre comparatif au niveau contrebalance et qui fonctionne, c'est la bande originale du film La Firme de Sidney Pollack où Dave Grusin constitue entièrement la BO de piano solo et qu'il avait été nommé d'ailleurs aux Oscars, il ne l'aura pas parce qu'évidemment il y avait la liste de Schindler cette année-là, mais qui détonne au départ, on se dit tiens c'est curieux et puis en fait non, c'est l'élément supplémentaire qui distingue ces métrages de plein d'autres qui sont sortis à la même époque et qui fonctionnent peut-être un peu moins bien. It's so hard to stand alone. It's so hard to find a feeling that was buried long ago. It's so hard to trust another when it's easy to hide. It's so hard to believe unless we try, really try. If I had a dream and it got away, if I found the words, would I know what to say? If I had a chance to be someone